je suis Clément Méric et vous écoutez Bourbon Hebdo, le podcast de la rédaction d'LCP qui vous fait revivre l'actualité de la semaine et vous dévoile les coulisses de l'Assemblée. La séance est ouverte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast hebdomadaire. Au sommaire, aujourd'hui, on reviendra sur ce clash qui fera date entre le président et le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. On va évoquer aussi la nouvelle menace qui pèse sur le budget, enfin adoptée mais peut-être bientôt censurée. Noël Mamère était de retour à l'Assemblée cette semaine avec, vous le verrez, l'espoir de faire aboutir un de ses anciens combats politiques. Enfin, il y avait des stars et des paillettes cette semaine à l'Assemblée. On vous en dit plus à la fin de l'émission. Et pour vous servir aujourd'hui, Elsa Mondingava et Marco Pommier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes en forme ? Oui, Tout à fait. Bon. c'est bientôt le week-end. Je rappelle que vous êtes nos deux experts parlementaires, qu'on vous retrouve à l'antenne d'LCP. Elsa, toi, tu présentes les questions au gouvernement. Donc ça, c'est le mardi et le mercredi après-midi. Marco, toi, tu interviens dans cette émission de temps en temps, même régulièrement, et puis tu interviens aussi régulièrement dans l'émission du soir. Chaque voix compte à 19h30. On commence avec cet échange qui a surpris tout le monde. C'était mercredi pendant l'audition de Roselyne Bachelot par la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument C'est une question, faux. pourquoi Donc je vous me suspends cette répondez à audition. chaque fois ? Merci, messieurs les ministres. Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'interromps ma Monsieur question? le rapporteur, Pourquoi t'as je fait- viens de... J'avais encore plein de questions à poser. Je viens de suspendre cette J'avais des audition. questions. Je viens de suspendre cette audition. Monsieur le rapporteur vient de me mettre en cause. Et donc je mets fin à cette Monsieur audition. le Président, et je vous- remercie les ministres Monsieur de le leur présence. Président, j'avais des questions importantes. Alors cet incident, il a opposé le rapporteur de la commission d'enquête, l'UDR Charles Aloncle, au président de cette commission, le député Horizon, Jérémy Patrier-Leïtus. On va peut-être d'abord expliquer un peu le contexte de l'incident pour mieux comprendre ce qui s'est passé, Marco. Oui, vous l'avez dit, Clément, la commission d'enquête, elle auditionnait d'anciens ministres de la Culture, dont Roselyne Bachelot, et le sujet portait sur la société de production Media One. Et à ce moment-là, le rapporteur Charles Aloncle a sous-entendu, a laissé entendre que Jérémy Patrier-Leïtus, le président de la commission d'enquête, avait des liens avec des actionnaires de cette société de production, donc Media One, ce que n'a pas du tout apprécié Jérémy Patrier-Leïtus, au point de suspendre l'audition, de l'arrêter, avant de reprendre une autre audition quelques minutes plus tard avec d'autres députés et sénateurs qui avaient travaillé sur l'audiovisuel public. Et maintenant, cette séquence qu'on vient d'entendre, elle est culte. C'est Oui. le moment où... voilà, enfin, c'est vrai que ça paraît quand même complètement lunaire, ce moment où le rapporteur dit « Mais Jérémy, mais qu'est-ce que tu fais ?» Donc voilà, il y a Normalement, son micro aurait dû tournements. être fermé à ce moment-là et on n'aurait pas dû entendre tout ça. Non, moi, ce qu'on m'a raconté, c'est qu'en fait, au moment où voilà, il suspend, c'est vrai que la personne qui est en charge normalement de la diffusion vidéo, je pense qu'on ne comprend pas très bien si c'est tout de suite. En plus, Jérémy Patrier-Leïtus se lève, mais sans Et vraiment revient, partir plus ou moins. pour revenir, etc. Effectivement, normalement, quand on suspend, ça coupe tout. Et là, on a eu ce petit moment-là qui est devenu viral. Mais c'est une comme séquence dit assez les forte jeunes. quand même, parce que ça en dit long aussi sur la relation entre les deux hommes. Oui. Et ils nous le disent, hein, finalement, ils travaillent ensemble, ils s'entendent bien quand même dans la Ah oui, manière... ils s'entendent bien. Ils parce que- s'entendent bien hors les caméras, ils s'entendent bien quand même, ils travaillent ensemble en bonne intelligence, sauf que parfois, ils ne se comprennent pas parce qu'on sait que cette commission d'enquête, elle est tendue. Et d'ailleurs, on l'a vu, au moment où les micros sont censés se couper, Charles Aloncle, effectivement, dit « Mais Jérémy, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous ?» Donc, ça montre bien qu'il le tutoie en dehors de la sphère publique. Mais alors, on peut peut-être aussi rappeler que le matin même, Jérémy Patrier-Leïtus, sur France Info, annonce qu'il convoque Vincent Bolloré devant la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Est-ce qu'on peut faire un lien ou pas entre ça et l'incident? Est-ce que Charles Aloncle n'a pas été agacé par cette info? Alors, je pense qu'ils sont agacés l'un et l'autre quand l'un ou l'autre fait des annonces dans les médias avant même que la commission prenne une décision. Charles Aloncle lui a d'ailleurs reproché à Jérémy Patrier-Leïtus dans la commission Exactement, d'enquête. en disant j'apprends ce matin. Est-ce que après le fait, évidemment, on voit bien, et je pense que ceux qui s'intéressent au monde médiatique voient bien aussi que Charles Aloncle, c'est quelqu'un, quand on regarde ce que justement les médias du groupe Bolloré rendent de cette commission d'enquête, ça va plutôt dans le sens, voilà, de Charles Aloncle. Donc, est-ce qu'il y a vu aussi un côté, je vais prouver tes liens
liens. Et alors moi, regarde, toi, en revanche, tu as des liens plutôt avec d'autres sociétés de production. Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un moment, voilà, ce moment de tension. Il y en a beaucoup. Les auditionnés sont quand même, du coup, parfois... Enfin, faut quand même comprendre que quand on est auditionné par une commission d'enquête, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on est sous serment, on n'a pas le droit de dire... Et on voit un rapporteur et un président s'engueuler devant tout le monde. Les auditionnés, parfois, ils doivent se dire « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Et les députés, ils en pensent quoi, les députés aussi. Et le problème, moi, je discutais avec un député du Bloc central qui fait partie de cette commission d'enquête, qui est bien normal de trouver une stratégie. La chaise vide, finalement, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de contrepoint aux accusations qui sont faites par le rapporteur et aux questions du président. Donc l'idée, c'est de dire on est quand même obligé d'être présent. Mais c'est vrai qu'en fait, ça donne le sentiment à certains députés, le député me disait, en fait, de contribuer à un cirque. On a l'impression de participer à ce qui est devenu un cirque. Ici à l'Assemblée, un mauvais spectacle. Et c'est vrai que, voilà, après, pour l'instant, il n'y a pas eu de départ de cette commission d'enquête, de membres de la commission. Il n'y a pas eu de départ, mais c'est vrai que certains députés de cette commission d'enquête, dont Jérémy Patrié-Létus, en parlant avec eux, disent bon voilà, c'est finalement le dernier acte politique que l'on pourrait poser sur la table, une éventuelle démission du bureau de cette commission d'enquête si les choses n'étaient plus contrôlables. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait une réunion il n'y a pas si longtemps pour définir de nouvelles règles, après les vacances de Noël, pour définir de nouvelles règles, pour faire en sorte qu'il y ait moins de déformation des propos, pas de live tweet, moins d'intervention médiatique. Et malgré ces règles, on voit que c'est encore tendu parfois dans cette commission d'enquête. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à la fin, il n'y ait pas de majorité dans cette commission pour voter le rapport ? Oui, certains commencent à déjà se poser la question justement de ce qu'ils allaient faire. Le rapporteur, c'est vraiment celui qui tient le stylo du rapport. Après, le président peut aussi faire des avant-propos. Tout le monde peut rajouter sa pierre à l'édifice en disant « je ne suis pas d'accord avec ceci et cela ». Après, il y a un problème qui va se poser, c'est que si un rapport n'est pas adopté, il n'est donc pas publié. Et là, tout le monde est sûr que Charles Lalonde dénoncera une forme de censure. Et ce serait peut-être finalement lui faire un énorme cadeau que de ne pas adopter le rapport. Ce que tout le monde, là où tout le monde est bien d'accord, c'est de dire en fait le rapport, ça n'importe peu. Il a été, on a le sentiment que voilà, Charles Lalonde est tellement... Je dis pas, c'est pas à charge ou à détail, mais va tellement dans un sens que finalement, ce qu'il y a dans son rapport à la fin, ça importe peu. Ce qui compte, c'est là toutes ces interventions qu'il fait au long cours. Si on fait un point d'étape là à l'heure qu'il est ce qu'on peut dire s'il y a des gagnants et des perdants dans cette commission d'enquête ? En fait, il y a Charles Lalonde, donc continue ses équipes à faire des tweets un peu en différé. Il l'a fait sur le célèbre incident avec vous savez, des emojis, point d'exclamation, warning, warning. Il fait plus de 500 000 vues. Et évidemment, quand on regarde un peu les messages sur son compte X, eh bien, beaucoup dénoncent un sabotage de la part du président. Donc on semble... Voilà, lui, il fait la une du JD News. Jordan Bardella le retweet. Donc il peut considérer... Je pense qu'il s'estime gagnant de cette séquence. Après, il y a aussi beaucoup de commentaires qui disent que c'est des clowns, des incompétents, ridicules, lamentables, et finalement que ça sape un peu le travail de l'Assemblée nationale de l'institution parlementaire et des députés. Et beaucoup de députés se plaignent de cette image qu'ils disent déplorable. C'est vrai qu'un député me disait, on a vraiment l'impression maintenant que la commission d'enquête, ça devient un peu le théâtre de la politique spectacle. Ce qui ne se passe pas dans l'hémicycle, ça se passe maintenant dans une commission d'enquête, quoi. Alors, il y a eu un autre temps fort de cette commission d'enquête cette semaine, c'était l'audition de Léa Salamé lundi. Pensez-vous vraiment qu'en 2026, une femme pense forcément comme son mari, qu'une femme vote forcément comme son mari, qu'une femme prie comme son mari, qu'une femme fait ce que lui demande de faire son mari? Vous pensez sérieusement qu'on en est là ? Je le pense pas, moi. Et attention, c'est pas seulement un principe féministe que je vous dis là, parce que ça aurait pu être l'inverse, ça aurait pu être un homme. C'est un principe républicain. On n'est pas jugé sur les opinions de son conjoint. Alors, la journaliste présentatrice du 20h de France 2 répondait donc à une question de Charles Lalonde sur ses garanties d'impartialité, alors que, je cite, elle partage sa vie avec Raphaël Glucksmann, possible candidat à la présidentielle. Et ils en ont pensé quoi, les députés, de cet autre passage qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux? Oui, on a, nous, des extraits, on retrouvait les chiffres, justement, ouais. Clément, en cumulé. Il y a plus de 3 millions de visionnages, justement, quand elle est interrogée. Alors, quand elle est interrogée aussi, pour savoir, est-ce que ce serait la même chose si c'était la compagne de Jordan Bardella? 1 200 000 vues sur Instagram, la vidéo d'LCP là-dessus. Exactement, elle a été... en fait, les députés ont pensé qu'elle a été très cash. Déjà,
très préparée, puisque les questions qu'on lui a posées étaient quand même assez convenues. Attends, oui, bien sûr. Elle a dit plusieurs fois, s'il se présente, je me retire tout de suite. Voilà, elle a été très claire dans ses propos. Il y a un moment, ce qui est assez drôle aussi comme anecdote, c'est que normalement, ils avaient convenu de faire 1h30 d'audition, 10h, 11h30. Léa Salamé, elle présente le 20h. Il y avait aussi ces 2 rédacteurs en chef. Au bout à 11h30, on dit oui, donc on vous avait dit 11h30, mais là, on va peut-être quand même poursuivre encore une petite heure. Donc là, on voit Léa Salamé et ses équipes qui commencent à dire, attendez, nous, on nous a... Donc ça on a un journal à préparer. Donc ça prouve bien qu'il y avait des questions, il y avait de l'intérêt. Il y a eu une bisbille aussi entre députés à un moment où je pense que Léa Salamé a dû se demander pourquoi on l'avait fait rester pour assister à des règlements de compte entre les l'hémicycle. Énième règlement de compte. compte. Là, pour le coup, c'est une audition où il n'y a pas eu de... Enfin, l'auditionné, je pense, elle a vraiment déroulé son propos en étant questionnée, mais elle n'a pas été embêtée par les questions. C'est vrai, et en même temps, certains députés de gauche qui étaient dans cette commission d'enquête, qui sont dans cette commission d'enquête et qui ont assisté à l'audition de Léa Salamé et qui ont posé des questions, disaient aussi qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt finalement à l'auditionner, Léa Salamé, parce que si la question de son impartialité, au vu du fait qu'elle est avec Raphaël Glucksmann, pouvait se poser aux yeux des Français, que la question pouvait se poser pour les Français, finalement, dans cette commission d'enquête, dans cette audition, personne n'a remis en cause le professionnalisme de Léa Salamé. Tout le monde a dit, vous êtes une grande professionnelle, on le reconnaît, ils l'ont dit à plusieurs reprises, quels que soient les groupes politiques. Donc finalement, on se dit, pourquoi elle est là si tout le monde reconnaît que finalement elle est impartiale et qu'on ne lui reproche rien finalement? Aurélien Saint-Toul, député LFI, a dit effectivement quand il prend la parole qu'il ne comprenait pas pourquoi elle était là, qu'il n'avait pas d'intérêt particulier. Il l'a quand même un peu gratigné en disant, même si vos interviews de Carlos Ghosn et de Bernard Arnault ont été mauvaises. Je les trouve mauvaises, ouais. Voilà. Ce à quoi elle a répondu qu'il y avait peut-être 1 de ces 5000 interviews qui trouveraient grâce aux yeux des Insoumis. Mais voilà, franchement, elle s'en est très bien tirée, elle n'a pas été inquiétée. Et effectivement, à part ce que Marco disait sur l'intérêt de l'audition, ça, évidemment, c'était... Et l'intérêt des prochaines auditions, on va surveiller quoi? Ça va être intéressant. On attend le milliardaire Vincent Bolloré fin février. Voilà, Élise Lucet. La semaine prochaine. L'animateur Nagui, on ne sait pas encore quand est-ce qu'il sera auditionné, mais on se souvient, et producteur, mais on se souvient qu'il avait eu une passe d'armes avec le rapporteur Charles Laloncle sur les réseaux sociaux. Jérémy Patrieletius, le président de la commission d'enquête, avait dit aussi qu'il voulait auditionner les anciens présidents de la République, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Bon, on n'a pas de date précis sur ça. Et puis Patrick Sébastien aussi, qui devait éventuellement venir devant animateur, producteur qui avait quitté France Télévisions, effectivement. De quoi encore faire du buzz sur les réseaux? Il avait promis que ce ne serait pas le plus grand cabaret du monde. Jérémy Patrieletius au début. Pour l'instant, je ne sais pas, je laisse à chaque téléspectateur se faire le son soin de idée. juger. Allez, vous pensiez en avoir fini avec le budget? Eh bien non, même si le texte est définitivement adopté depuis lundi, il y a encore un obstacle à franchir. Nous sommes stupéfaits et choqués de voir que le Premier ministre, pour la première fois depuis 49 ans, a décidé lui-même d'attaquer certaines des mesures de son propre budget passées en force par 49.3 devant le Conseil constitutionnel. Et évidemment, il n'attaque que les mesures qui sont faites contre les plus riches. C'était donc la présidente du groupe de la France Insoumise, Mathilde Panot, en colère contre la décision de Matignon, parce que le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel sur 3 mesures pas anecdotiques qui figurent dans le budget, 3 mesures qui visent à taxer davantage les plus riches. De quoi est-ce qu'on parle exactement, Elsa? Alors, 3 mesures, une sur les holdings, une sur le pacte du trail et une autre sur un avantage fiscal pour la revente d'une entreprise. Alors, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut se remémorer un petit peu, même si ça commence à... On avait tourné la page du budget, on se replonge un peu dedans, c'est qu'effectivement, il y a des moments en séance où des choses, où des amendements ont été adoptés, des compromis trouvés, avec des suspensions de séance de 30 minutes, où on bricole un petit peu, où même la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, dit parfois avoir été incapable de chiffrer si ça rapporte, si ça coûte. Et donc, effectivement, comme il y a des mécanismes qui se sont créés un peu en séance, Matignon considère qu'il faut, pour préserver, assurer une certaine continuité aussi, et puis pour ceux qui seront concernés, s'assurer vraiment que ces mécanismes soient constitutionnels. Évidemment, les Insoumis ont bien remarqué que c'est des choses qui étaient plutôt sur la taxation des plus riches, donc n'ont pas manqué de souligner et de s'indigner de cette saisine. Ces 3 mesures, elles ont été importantes pour convaincre le PS de ne pas censurer le gouvernement. Comment est-ce qu'on réagit du côté du PS? Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression
de s'être fait avoir par Sébastien Lecornu? Ça ne leur fait pas plaisir, ça c'est sûr, mais on est loin de l'idée de censurer éventuellement le gouvernement de Sébastien Lecornu. On estime quand même que le signal envoyé, notamment pour les discussions autour du prochain budget, le signal envoyé est quand même très mauvais, mais c'est vrai que les socialistes disent, bon, finalement, ce sont des mesures assez cosmétiques d'un point de vue budgétaire, ça ne remet pas en cause l'ensemble, l'équilibre du budget. Si ces 3 mesures sont censurées, si ces 3 articles sont censurés, ça ne coûterait pas plus d'1 milliard d'euros. Donc c'est ce que disent les socialistes pour se défendre. Est-ce qu'ils disent pas ça parce qu'ils sont un petit peu bloqués pieds et aussi. poings liés? Alors, ils ont quand même quelques phrases pour égratigner le gouvernement sur ce Conseil constitutionnel. Un député PS me disait, le gouvernement est visiblement plus attaché à la Constitution quand il s'agit de protéger les ultra-riches. Mais c'est ce que vous disiez, Clément, effectivement, ils sont un peu bloqués. Certains me disaient, on a négocié pendant des mois avec le gouvernement, on était dans une stratégie de compromis d'une gauche responsable, on ne peut pas tout envoyer valser maintenant, le message dans l'opinion, pour l'opinion, serait illisible en fait. Et personne ne te dit, parmi les députés PS, il nous a bien eu Lecornu, il a fait un double jeu, il a accepté des mesures, mais il savait très bien que ça allait être censuré, et maintenant il va demander au Conseil constitutionnel Ça, de les on ne le censurer. dit pas Non. parce qu'on estime que ça ne remet pas en cause l'équilibre du budget et que finalement ce sont des mesures un peu cosmétiques. Et alors c'est Donc sûr, là, c'est comme si ça qu'ils elles se sont défendent. censurées, les insoumis monteront très fort au créneau, Ouais. ça on peut en être certain. Après, comme Marco le disait, bon, c'est pas non plus le décalage de la réforme des retraites. Vous voyez, Oui, c'est pas les mesures les plus emblématiques qu'avait négocié le Parti socialiste. Et après, on n'a jamais entendu les socialistes dire c'est parce qu'on a resserré le pacte du trail. Ils étaient quand même sur des choses qui étaient un peu plus grand public. Alors, il y a aussi 2 autres recours qui ont été déposés par le RN et LFI qui portent tous les 2 sur ce qu'on appelle l'article liminaire. Et alors là, a priori, il n'y a pas vraiment de doute, cet article liminaire, il va être censuré. Est-ce qu'on sait les conséquences que ça pourrait avoir? Alors, j'ai réinterrogé Bercy. Moi, je n'ai pas eu de réponse. Et pour l'instant, c'est vrai que je suis bien incapable de dire ce que ça pourrait faire. Ce qui est assez étonnant, c'est vrai que dans les budgets, il y a des articles liminaires qui sont des articles vraiment techniques, pas du tout politiques. C'est juste des articles pour dire, regardez tout ce qui a été voté, voilà, on refait des tableaux. C'est une sorte de cadrage global, Exactement. cadrage financier. Une fois qu'on a tout décidé dans le budget. Et là, effectivement, le gouvernement s'est trompé, n'a pas remis à jour justement cet article-là. C'était plus possible de le faire dans le 49.3. Donc c'est vrai que si c'est censuré, si vous voulez, c'est pas un article, quand il est rejeté dans l'Assemblée, nous, on nous dit, bon, de toute façon, c'est l'article liminaire, et on nous dit même, c'est complètement absurde de rejeter un article qui est finalement qu'un calcul, que des tableaux de calcul. Donc, il faudra suivre, mais évidemment, ça démontre quand même aussi la précipitation, que ce budget s'est fait quand même dans des conditions très, très, très particulières. Est-ce qu'on sait quand le Conseil constitutionnel rendra sa décision? Normalement, le Conseil constitutionnel a 2 mois pour examiner le recours, mais on sait que ça presse un peu, que la France ait un budget pour sortir aussi du régime de la loi spéciale, et donc on sait que le Conseil constitutionnel devrait travailler rapidement, et normalement, il pourrait rendre sa décision, on dit, d'ici le 20 février. Ça fait près de 9 ans qu'il n'est plus député, mais Noël Mamère était de retour à l'Assemblée cette semaine aux côtés de la députée écologiste Léa Balage, avec l'espoir de faire aboutir un de ses anciens combats politiques. C'était important pour nous à ce moment-là, à la veille d'élections municipales, d'expliquer qu'il y avait encore un trou dans la raquette dans la citoyenneté locale. Quand on réclame aux habitants de notre pays d'être de bons citoyens, de respecter la loi et l'ensemble des droits, encore faut-il que l'État se donne les moyens de les distribuer à tous. Alors pour la petite histoire, c'est notre collègue du service web Anne-Charlotte Dussault qui a eu cette idée de faire venir Noël Mamère à l'Assemblée pour l'interroger sur ce combat qu'il a mené il y a quelque temps, qui est donc repris aujourd'hui par le groupe écologiste. Il s'agit du droit de vote des étrangers aux élections locales. C'est un peu un serpent de mer, on en parle régulièrement. On en parle régulièrement et là, jeudi prochain, c'est donc la niche écologiste, la journée où le groupe écologiste peut inscrire des propositions de loi. Ils ont décidé de réinscrire cette proposition de loi et effectivement, Anne-Charlotte, elle a demandé à Noël Mamère de venir puisque c'est lui qui avait déposé la proposition de loi en 2000, qui avait été adoptée dans les années 2000. Donc c'est drôle de voir, 26 ans plus tard, on va continuer ce texte de loi. Et évidemment, avant les élections municipales, c'est aussi pour ça que la gauche, les écologistes ont décidé de mettre
à l'ordre du jour cette proposition. Elle a des chances d'être adoptée jeudi Ça s'annonce compliqué, très incertain en tout cas, parce qu'en commission, effectivement, la proposition de loi a été adoptée. La gauche est unie derrière l'idée, mais le socle gouvernemental et le Rassemblement national, ils n'ont pas voté cette proposition de loi, ni le groupe Lyot. Donc dans l'hémicycle, ça semble un peu compliqué quand même la semaine prochaine. On suivra donc cela jeudi prochain dans le cadre de ce qu'on appelle la niche parlementaire des écologistes, qui leur permet donc de fixer l'ordre du jour pour défendre leur texte. On va conclure ce podcast à présent en chanson. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous, debout mes sœurs de peine, et brisons toutes nos chaînes, debout, debout, debout. Alors Marco, c'est toi qui as repéré ça cette semaine à l'Assemblée. Qu'est-ce que c'est ? C'était jeudi soir, alors on entend le groupe Sorority, voilà, des chanteuses qui ont chanté a cappella dans la salle des fêtes de l'Assemblée jeudi soir. C'était dans le cadre d'une cérémonie en fait pour récompenser les personnalités engagées pour une meilleure représentation des femmes dans les médias. Alors on remettait des prix à des documentaristes, à des actrices, à des chanteuses, à des créatrices de contenu, à des entrepreneuses. Il y avait du beau monde dans cette salle. La présidente d'honneur, c'était l'actrice et réalisatrice Alexandra Lamy. Et puis, il y a eu des prix, c'est ce que je disais. Par exemple, le trophée de l'honneur qui a été remis à Lio, qui était vraiment en larmes dans la salle. Elle a reçu une standing ovation voilà, pour avoir reçu ce trophée de l'honneur. Trophée de l'audace aussi pour l'influenceuse Léna Situation. Ça devrait vous parler. Le trophée de l'homme féministe aussi pour l'acteur Alex Lutz, voilà. Et puis un moment fort aussi qui a été remarqué, c'est le trophée de l'engagement pour Hamida Aman, qui est la fondatrice de Radio Begum et Begum TV, qui est à destination des femmes et des jeunes filles afghanes. Donc, il y avait des paillettes à l'Assemblée. Et il y avait des paillettes, et c'était en présence de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Il y avait aussi certains députés qui étaient présents. Et c'est la fin de ce podcast. Merci à tous les deux. Bourbon Hebdo s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Bon week-end. Merci Clément. La séance est levée.